est-ce qu'on parle d'épaule gelée ou est-ce qu'on parle de capsulite rétractile? Parce qu'effectivement, ces deux termes sont utilisés, frozen shoulder ou capsulite rétractile, les images, c'est les mêmes, effectivement. Et épaule gelée, c'est un diagnostic qui est plutôt relatif à la clinique. On dit que la personne elle a une épaule gelée, elle ne peut plus bouger son bras, alors que la capsulite rétractile, il y a une notion qui est anatomique, c'est pour ça que Marie-Martine nous parle de l'IRM, avec effectivement des synovites inflammatoires, une inflammation dans l'articulation et des signes qu'on retrouve à la fois à l'imagerie, à la fois en arthroscopie, d'une maladie qui existe au niveau de la capsule. Il y a même à l'échographie, parfois, là c'est un copain radiologue qui avait montré cette image hyper échogène au niveau de l'intervalle des rotateurs, parce qu'apparemment c'est à cet endroit-là que la capsulite débuterait, là juste au niveau du ligament coraco-huméral. Donc on peut parfois retrouver des images à cet endroit-là. Alors, la définition de la capsulite donnée par, justement, l'Association des chirurgiens américains, c'est quoi? C'est que c'est une pathologie avec des restrictions fonctionnelles, avec des limitations actives et passives, dont les radios sont normales. Bon, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Il manque juste un peu la douleur dans cette histoire. C'est peut-être parce que c'est des chirurgiens, je ne sais pas, mais en tous les cas, il manque la douleur dans la définition. Alors, une des définitions, ça pourrait être tout simplement, c'est justement l'équipe que tu as citée tout à l'heure, Marie-Martine, qui dirait que la capsulite primitive est une pathologie caractérisée par une expérience douloureuse, souvent sévère, des restrictions fonctionnelles, notamment des amplitudes actives et passives de l'épaule, et pour laquelle les radiographies sont généralement normales. C'est déjà une meilleure définition. Ce n'est pas complet, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans encore. On n'est pas sûr que c'est une capsulite, mais c'est déjà un petit peu mieux. Sur cette étude, qui est intéressante parce qu'on parlait des douleurs qui irradiaient là ce matin, eh bien, vous voyez, on retrouve sur une cartographie, une topographie des douleurs de bras sur 48 patients qui ont été questionnés avec des body charts, eh bien, on retrouve des zones de douleur qui sont localisées au niveau de l'épaule, mais pour certains qui ont tendance à irradier vers l'avant-bras, vers le bras. Et apparemment, la zone qui est plus étendue est corrélée à une douleur qui est plus intense, à un niveau de catastrophisme qui serait plus élevé et un niveau de sensibilisation centrale qui serait plus important. Donc plus le patient décrit des douleurs qui vont vers le bas, moins il se comporte, moins il va bien. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir en plus de temps, mais il faut savoir que ces capsulites, parfois, peuvent irradier un peu plus bas que le coude. Qu'est-ce qu'on sait dessus? Effectivement, que ça touche 2 à 5% de la population. C'est plutôt une pathologie qui semble être féminine, avec un pic autour de 55 ans. On appelle cette pathologie le middle age disease, c'est-à-dire une pathologie d'âge moyen. Elles sont souvent primitives, parfois secondaires. Alors la question sur le secondaire, elle peut se poser en lien avec du diabète, des problèmes thyroïdiens, des facteurs génétiques, il y a probablement des facteurs génétiques, et puis une maladie de Dupuytren, c'est probablement la même maladie qui se déclenche au niveau de la main et au niveau de l'épaule, des fractures, de la chirurgie, et pas que de l'épaule, du sein, du cœur, de la main, et puis des épisodes calciques. Donc ça, c'est ce qu'on sait à peu près en épidémiologie. Est-ce qu'il y a des notions autour de la ménopause? On ne sait pas. Est-ce que la bilatéralité, quand on en a une d'un côté, il semblerait qu'on ait plus de risques de l'avoir de l'autre côté? Probablement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est long. Et dans la littérature, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des données qui vous disent que ça dure 12 mois et d'autres 56 mois. C'est quand même très très différent quand on est un patient de vivre de la douleur pendant 1 an ou pendant plus de 4 ans. Et pour simplifier, je vais vous diviser cette évolution en 2 phases. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. S'agissant des facteurs psychologiques, qu'est-ce qu'on sait? L'état psychologique des patients semble être altéré du fait de la douleur et de la perte de fonction. Quand vous n'allez pas bien, ça ne va pas bien. Certains facteurs, tels que la dépression ou l'anxiété, semblent avoir une incidence sur le niveau de la douleur et de handicap en cas de capsulite, comparativement aux personnes qui sont malades sans ces facteurs. Donc, s'il y a un groupe de patients avec des capsulites, ceux qui sont anxieux et dépressifs iront moins bien que ceux qui ont la capsulite sans ces facteurs-là. Il ne semble pas, à l'heure actuelle, y avoir de lien direct entre des traits psychologiques et le risque d'apparition de la capsulite. Ça ne semble pas être le cas. Néanmoins, là, c'est la publication dont je vous parlais tout à l'heure, en cas de suture de coiffe, quelqu'un qui serait anxieux, qui serait en maladie professionnelle, qui serait une femme, aurait apparemment plus de risques de développer une capsulite. Donc, il y a peut-être des facteurs quand même extérieurs qui augmenteraient le risque de capsulite. À mon avis, ce sont des pistes d'avenir parce que ce n'est pas encore formel. Alors, dans l'évolution, moi, je vous ai résumé ça, c'est très simple. Vous avez ici le temps en bas, d'accord, donc entre 12, 42, 56 mois. En rouge, c'est le niveau de douleur. Donc, vous avez la capsulite qui va faire de plus en plus mal,
D'accord? Et puis, vous allez avoir la capsulite qui va faire de moins en moins mal. On a une phase qui est inflammatoire, et bien évidemment, elle va devenir de moins en moins inflammatoire, et ça ne part pas du jour au lendemain. C'est un fondu enchaîné sur plusieurs mois. Et puis, dans le même temps, on va avoir une perte de mobilité qui va tout doucement récupérer. C'est très schématique parce que ce n'est pas aussi symétrique que cela, la récupération de la mobilité est plus longue. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on parle d'histoire naturelle de la maladie et de guérison naturelle. Eh bien, il semblerait que la guérison naturelle de la capsulite, ce soit quelque chose qui ne soit pas forcément fondé, que les patients ne récupèrent pas tous leur mobilité, mais que, en fait, ils sont ils ont pris l'habitude en fait de leur handicap et ils s'en plaignent pas trop, mais il semblerait qu'il faille traiter ces patients-là pour qu'ils récupèrent complètement et qu'on ne peut pas juste leur dire « attendez, ça finira par aller mieux ». Alors, la notion en anglais de frozen shoulder, elle est souvent accompagnée du terme contracture syndrome. Contracture syndrome parce que il y a un phénomène qui n'est pas que capsulaire, qui est également musculaire, qu'on appelle un phénomène de muscle warding qui a été décrit et qui fige l'épaule en plus du phénomène capsulaire. C'est lié à la douleur, évidemment, c'est lié à la protection, au catastrophisme, et les gens figent leur épaule complètement. Et il est probable, lorsqu'on reprend cette image-là, qu'il y a un moment, au tout début de la capsulite, où on a, si on image la contenance de la capsule sur ce graphique-là, la contenance qui fait à peu près 25-30 cc, eh bien, il y a peut-être au début de la capsulite une période où les patients perdent de la mobilité, ici, et où la capsule garde encore sa contenance parce qu'elle n'est pas encore complètement remaniée. Et peut-être que lorsqu'on agit à ce moment-là et qu'on arrive à traiter le problème, peut-être que les patients vont mieux parce que par la suite, eh bien, la capsule va suivre le fil de la perte de mobilité. Il est probable que les patients commencent à perdre de la mobilité avant même que la capsule commence à perdre de son volume. Et donc, finalement, on va essayer de retrouver ce volume capsulaire au fur et à mesure du temps de la rééducation. Alors, c'est quoi le rôle du kiné déjà pendant la phase inflammatoire? Pendant cette phase hyperalgique, c'est de rassurer et d'expliquer ce qui se passe aux patients. C'est ce que tu disais, Marie-Martine, tout à l'heure, c'est primordial. Alors souvent, les patients ils viennent nous voir, nous disent « mon rhumato m'a dit que j'allais souffrir pendant 2 ans minimum et que j'allais garder des séquelles ». Bon, alors nous, on leur dit cette pathologie, elle est réversible. Vous allez en guérir. Il existe des moyens efficaces pour vous soulager rapidement. Chaque mot doit être positif face à quelqu'un qui vit une expérience la plus négative de sa vie. Alors, la patiente, elle est contente qu'on lui dise ça. Elle dit et en quoi ça consiste ce traitement magique? Alors on lui dit, il faut rapidement réaliser une infiltration de cortisone et mettre en place un programme de rééducation basé sur des exercices d'auto-étirement. C'est non ça, moi je veux pas de cortisone, c'est mauvais pour les articulations, je préfère les massages en plus. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu disais qu'on a du mal à infiltrer les patients parce que les patients ils font un blocage par rapport aux piqûres, aux infiltrations et à la cortisone. Et peut-être qu'en formulant différemment les choses, on arrive à les emmener vers le traitement adéquat. Moi je dis aux patients en général, eh bien lorsqu'ils me disent c'est quoi ce traitement qu'il faut que je mette en œuvre, je dis il faut vous faire une injection, j'utilise pas le mot infiltration, d'anti-inflammatoire pour calmer la douleur et me permettre, moi, kiné, d'être plus efficace dans mon travail. Vous voyez, je retourne la situation, je demande presque au patient de m'aider à travailler. Et je ne lui parle pas de cortisone, je lui parle d'anti-inflammatoire et je lui expliquerai au fur et à mesure que c'est de la cortisone. Et parfois, ça passe un petit peu mieux comme ça. Ça va peut-être un peu tordu, mais bon, dans tous les cas, on a moins de blocage psychologique. Alors, le traitement de la capsulite, il repose sur 2 piliers, la rééducation et l'infiltration. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai effectivement proposé ce trépied qui consiste à faire une infiltration articulaire le plus précocement possible, l'arthrodistension, à laquelle effectivement je pense qu'il faut associer le geste dès que le radiologue, le rhumato, infiltre l'épaule et qu'il sent qu'il y a une résistance capsulaire, il faut probablement dès le départ essayer d'arthrodistendre, on en parlera, et puis faire une rééducation précoce, c'est ce qu'a montré Marie-Martine, tout de suite derrière, et régulière, il n'y a pas de raison d'attendre. Et puis, si ce n'est pas suffisant, peut-être qu'on peut recommencer, parce que peut-être qu'une deuxième, ça peut être nécessaire chez certains patients. Vous pourrez parler de votre expérience à Cochin, où on peut infiltrer plusieurs fois des patients. Voilà ce patient qui arrive avec une douleur depuis mi-novembre 2021, et donc il est, il a des difficultés à lever les bras en actif. Ici, c'est son bras gauche, du coup, qui est limité. Vous voyez, le bras droit, il va bien. Ici, en rotation externe,
ben vous voyez que sa rotation externe coude au corps est très limitée à gauche, donc c'est quand même un signe important cela. Et puis quand je le mobilise, ben je n'arrive pas à améliorer cette mobilité-là, il est complètement raide ici, et puis il est complètement raide ici en rotation externe. Ce patient-là s'est fait donc infiltrer le 7 février, d'accord? Donc il avait mal depuis novembre, je le vois le début février, il se fait infiltrer le 7 février, et derrière, je le revois tout de suite après l'infiltration, sans même avoir fait de rééducation. Donc ils ont levé ici la partie douleur. Donc il a encore une part capsule qui est le raidit, mais il a une part douleur liée à sa douleur, il a une part de raideur liée à sa douleur qui a été tout doucement levée grâce à l'anesthésiant qui a été injecté, grâce à l'infiltration. Et donc ça va nous aider énormément pour rééduquer le patient. Donc là, du 28 février au 7 février, vous voyez, de là à là, il n'y a pas eu de rééducation. C'est juste l'effet de l'infiltration qui a été bien réalisé. Et puis ensuite, effectivement, jusqu'au 15 avril, on a une rééducation qui est mise en place et tout doucement, on va essayer tout doucement de récupérer. Ce patient, il va vite parce qu'il est attrapé à temps. Si on attend trop longtemps et qu'on est fibrosé au niveau de la capsule, c'est fini, ça mettra beaucoup plus de temps. Alors, l'objectif dans cette phase inflammatoire, ça va être de favoriser le mouvement du patient et on ne peut pas le favoriser en tirant très fort sur son bras. Moi, je suis contre les étirements trop puissants et intempestifs pendant cette phase inflammatoire car il ne faut respecter l'irritabilité de l'épaule et le patient, si vous tirez trop fort alors qu'il n'est pas encore calmé au niveau de son épaule, il va mal réagir et il va s'aggraver. Alors, on a probablement, dans cette phase-là, un intérêt, lorsque le patient n'a pas été infiltré, qu'il est très kinésiophobe, à utiliser de la thérapie miroir, où on a des patients qui vont regarder donc du coup le bras qui est sain, et ils vont essayer de bouger par rapport à ce miroir-là. Donc là, le bras qui est du côté du miroir est le bras sain, et du côté contralatéral est le bras qui est malade. Ça semblerait améliorer le niveau de douleur, de catastrophisme, de peur, et puis probablement de mobilité. Écoutez, si on peut mettre un petit peu de son, écoutez ce que dit encore une fois ce patient. Avec un miroir dans la rue. Hein. Ouais, non, mais au début, même moi, là, j'ai cru que mon bras droit, c'était le bras gauche. Enfin, vous voyez un peu. Exactement. Du coup, ça monte un petit peu mieux. Eh oui, j'ai cru que mon bras droit, c'était mon bras gauche. Du coup, effectivement, il lève un petit peu ses crispations et toute la partie musculaire qui le fige, il va peut-être un petit peu lutter contre cela. On ne fera rien sur la capsule, mais peut-être qu'on va lui permettre de bouger un tout petit peu plus haut le bras en espérant que ses muscles s'étirent un petit peu mieux. Donc à cette phase inflammatoire, déjà, il ne faut pas aggraver la situation parce que c'est suffisamment grave comme ça. On ne va jamais augmenter la douleur des patients après les séances ou tenter de gagner contre la capsulite tant que l'inflammation court et tant que la douleur n'est pas maîtrisée. La capsulite sera plus fort que nous. En phase inflammatoire, le kiné ne peut que minimiser l'aggravation de la situation clinique en lien avec la capsulite, mais ne peut ni la stopper ni l'inverser. C'est l'infiltration, c'est la cortisone qui va réussir à probablement endiguer le phénomène, mais nous, on va, s'il n'y a pas de cette infiltration-là, suivre l'évolution de la capsulite et peut-être qu'on va rendre cet épisode moins difficile pour les patients et les patientes. Fréquence des séances, c'est pareil que tout à l'heure. Les facteurs qui influencent, c'est souvent les habitudes des médecins, des kinés, la disponibilité sur l'agenda. Là, je vais vous voir beaucoup parce que j'ai plein de place. Les préférences des patients qui veulent absolument voir leur kiné sans arrêt. Et puis, ce qui devrait influencer, c'est encore une fois, c'est comme pour l'épaule opérée, le niveau de catastrophisme et de kinésiophobie, la compréhension des exercices d'autorééducation, le niveau d'observance, la douleur et la raideur, et puis les données de la littérature. Alors, quel marqueur pour parler de fin de phase inflammatoire? C'est dans ce flou-là, à un moment donné, c'est moins inflammatoire et c'est probablement les douleurs nocturnes qui vont nous dire qu'on est en train de sortir de la phase inflammatoire progressivement et que l'épaule, elle va être peut-être au fur et à mesure moins irritable. Et au fur et à mesure que la phase inflammatoire s'estompe, le niveau d'intensité des étirements, ici en bleu c'est le niveau d'intensité des étirements, va pouvoir augmenter. On a des publications qui montrent que lorsqu'il n'y a plus de douleur inflammatoire, le fait de pousser fort sur l'épaule probablement permet de récupérer davantage. Et donc pourquoi pas utiliser des modalités excentriques de rééducation, des modalités de travail contre résistance. On a des publications qui nous invitent à essayer de... On peut enlever le son, s'il vous plaît. Qui nous invitent à
ne pas avoir peur de réaliser de la rééducation contre-résistance chez ces patients-là, à partir du moment, évidemment, où ces patients maîtrisent leur douleur. Quelle est la place de la thérapie manuelle dans tout cela? Eh bien, on a des données qui nous disent que certaines études ont montré son intérêt. La thérapie manuelle dans la capsulite semble avoir un intérêt. Puis en 2014, on se prend une belle claque avec la revue Cochrane qui nous dit que c'est moins efficace qu'une infiltration et surtout qu'associé à une infiltration et une arthrodistension, c'est aussi efficace que des ultrasons placebo. Ça fait un petit peu mal, c'est comme ça. Mais néanmoins, ça semble meilleur dans les retours des patients. C'est-à-dire les patients, même si c'est peut-être du placebo, ils ont l'air plus contents, ceux qui ont eu de la thérapie manuelle. Alors, c'est vrai que c'est de la littérature. Néanmoins, il y a des consensus professionnels et l'ensemble des experts, aujourd'hui, ont tendance à dire que la thérapie manuelle a sa place. Certes, ce n'est pas un élément incontournable, mais elle a sa place. Peut-être qu'il y a des patients qui vont en avoir besoin, qui vont mieux répondre à cela et qu'il ne faut absolument pas s'interdire cela sous prétexte que ce ne serait pas plus efficace qu'un ultrason placebo. Il y a probablement des patients chez qui on aura un intérêt à utiliser cela. Alors le take-home message, c'est quoi? La précocité du diagnostic, je crois que c'est le plus important, et la réalisation d'une infiltration de cortisone conditionne les résultats de la rééducation. Donc vous voyez, ce n'est pas nous, c'est ce que les médecins vont faire. Et puis la capsulite ne guérit pas complètement de façon naturelle, des séquelles peuvent exister, mais elle semble peu impacter la vie des patients. Les facteurs psychologiques ont un impact sur le vécu de la maladie, mais ne semblent pas en avoir un sur son déclenchement. Ça, je mettrai peut-être des guillemets avec les études à venir. Et puis, la kinésithérapie a un rôle important pour soutenir les patientes. Je mets au féminin exprès parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes. Mettre en œuvre la rééducation, éduquer aux exercices d'auto-étirement et aux exercices actifs, aider à gérer la douleur. Il faut apprendre à patients à gérer leur douleur parce que s'ils ont peur de cette douleur lorsqu'elle apparaît, eh bien, ils vont se figer et ils vont arrêter d'évoluer positivement. L'intensité des étirements et des mobilisations dépend de l'état inflammatoire et de l'irritabilité des patients. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand le patient a très mal. Et puis, quand il a moins mal, on peut pousser davantage. La thérapie manuelle peut avoir une place dans le traitement de la capsulite, mais elle n'est pas indispensable. D'autres thérapies, telles que la thérapie miroir, l'image motrice, l'hypnose, peuvent avoir une place dans le traitement de la capsulite, peut-être même l'acupuncture. La capsulite, c'est une pathologie à évolution lente. Si vous n'êtes pas patient, ne prenez pas de capsulite. D'accord? Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de résultat spectaculaire. Et tout résultat spectaculaire devant un patient qui aurait été diagnostiqué capsulite, ça veut juste dire que ce n'était pas une capsulite. D'accord? C'est juste ça qui est important à retenir. Et soyez patient avec eux, soutenez-le. Si vous-même, vous n'êtes pas patient et patiente face à eux, comment voulez-vous qu'ils puissent endurer tout ce processus de guérison? Je vous remercie.